Si je te propose de l'échanger contre ton Q3, tu me dis quoi? Je vais avoir du mal quand même. Salut les gens, pour cette nouvelle balade photo, je vous propose de partir à la rencontre d'un photographe professionnel et vous allez voir, il y a un petit twist dans la vidéo puisque ce que je lui ai proposé, c'est d'échanger son appareil quasiment neuf contre un appareil qui a une quinzaine d'années et il s'en sort plutôt bien. Ça a été une vidéo super cool, on a parlé de choses très intéressantes, donc je vous laisse avec mon invité du jour et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je m'appelle Bertrand Nicolas, je suis photographe professionnel depuis une petite trentaine d'années et je suis photographe assez particulier parce qu'en fait je suis photographe fonctionnaire. Je travaille pour l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'Institut INRAE. Et j'ai rejoint le siège de l'Institut à Paris en 2017. Et ce qui m'a permis depuis de pratiquer la photo de rue. Alors ce qui a été un peu l'événement déclencheur, c'est qu'en 2017, j'ai fait un stage photo à Arles avec un photographe qui s'appelle Frédéric Stussin, avec lequel on a fait du portrait. C'est là que j'ai un peu découvert la photo de rue. Shooter les gens dans la rue, faire des portraits, solliciter des portraits. En termes de photo de rue, moi ce qui m'intéresse, c'est des petites scènes du quotidien, des choses un peu incongrues en fait. Par exemple, j'ai un petit gimmick, c'est que je photographie quand je vois des gens qui sont en train de refaire leurs chaussures ou leurs lacets. D'accord. Voilà, je fais des photos. C'est un petit peu une petite méthode aussi comme ça pour ne pas rentrer bredouille quand on est dans la rue, d'avoir quelques petits thèmes récurrents comme ça. Et je vois que tu as dans les mains un très bel appareil photo, qu'est-ce que c'est? Un joli petit boîtier, alors c'est un Leica Q3 que j'ai depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Tu penses que c'est déterminant, attention c'est une question piège, est-ce que tu le penses matériel. que le matériel c'est déterminant pour le photographe? Non mais je rigole parce qu'en fait si je te dis non c'est pas important, avec un boîtier à 6000 balles dans la main, on pourrait se foutre de ma gueule quoi. Le matériel ne fait pas tout mais faut avouer que quand on a du bon matériel, ça permet d'engager. Voilà. Mais il faut aussi être capable de travailler avec ce qu'on a dans les mains. Ça tombe très bien parce que ce que j'allais te proposer c'est de t'échanger ton super appareil photo contre un autre super appareil photo. Pendant que Bertrand découvre ce nouvel appareil, il faut que je vous parle du concept de cette vidéo. Il a été créé dans les années 2010 sur la chaîne YouTube hongkongaise Digital Rêve. Il prêtait des appareils photo qui ne coûtaient pas grand-chose à des photographes professionnels et les résultats étaient vraiment pas mal. Les vidéos sont plus disponibles sur leur chaîne, mais je vous mets un lien dans la description pour les retrouver. Tu vas voir, tu retrouves tes habitudes. C'est le même genre d'appareil photo, mais qui coûte 6 000 € moins cher. Voilà. Alors attends, je suis toujours complètement surex là. Ah si, c'est un petit peu mieux. Hop, le petit monsieur là-bas. Je dois pouvoir peut-être... j'ai pas vu s'il y avait une sensibilité là. Parce que 8, c'est un peu... Ouais, ah si, c'est pas si mal. D'accord, c'est peut-être l'écran qui est... Ouais, en fait, c'est de la technologie presque d'un autre siècle. On va rester comme ça. Bon, alors est-ce que tu es content maintenant? Ah ouais, je suis ravi. D'ailleurs, quand tu achètes un nouvel appareil, comment tu vas te familiariser avec? Écoute, la question elle est cruciale parce que je viens justement... Parce que alors en fait, en parallèle de mon métier de photographe, je fais aussi de la vidéo dans mon boulot. Donc principalement des interviews et des petits reportages. Enfin, c'est pour l'instant de l'interview avec des tournages de plans d'illustration. Et je viens d'acheter un Sony Alpha 7 IV. D'accord. Et alors autant je te dis que ça m'a pris très peu de temps pour acquérir pour prendre en main le Leica Q3. Le Sony c'est une tannée quoi. Ça fait j'ai fait 2 ou 3 tournages avec. Heureusement principalement des face cam sur pied. Mais je crois que j'ai pas encore capté 10% du boîtier. Quoi. Et tu as des problèmes avec juste avec les modules vidéo du boîtier Non, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas de problème parce que je me mets en tout automatique et l'image, ça déchire. Hein, ça, y a aucun souci. Mais en fait, c'est pour aller un petit peu plus loin et je sais qu'il faut que je me coltine en fait le mode d'emploi. Hein. Ça, y a pas en général. Pour répondre à ta question plus directement, comment on fait pour apprivoiser un nouveau boîtier? Pour moi, il faut se prendre le mode d'emploi et le lire de la page 1 à la dernière.
c'est vachement important, c'est ultra important et pourtant il y a énormément de gens, moi le premier, qui le font pas alors que en fait on devrait. On devrait, alors en fait, pour te dire exactement la manière dont j'ai procédé, puisqu'en fait quand j'ai reçu mon boîtier, il a fallu que je fasse pas une ITV, mais une déclaration face cam de mon PDG, pour ne pas le nommer. Et donc déjà tu commences dans le dur. Ah oui, direct, ouais. Donc il fallait assurer quand même. Et donc en fait j'ai pris, le premier truc que j'ai pris c'est une vidéo de quelqu'un que tu connais, c'est qui t'a fait une vidéo il n'y a pas longtemps Pierre Télambert. Pierre Télambert, voilà. Il a une vidéo Ouais. où il prend le Sony Alpha 7 IV. Ouais. Et je suis juste allé sur la séquence où il parle de la vidéo, il dit mettez-vous comme ceci, comme cela. Donc pour l'instant voilà, tu vois, j'en suis au stade où je lui ai fait confiance en me disant voilà, il ne doit pas dire que des conneries, donc je vais faire ce qu'il préconise. Ouais. Et ça a marché. Donc c'est bien. Et maintenant voilà, j'aimerais maîtriser un petit peu plus le truc, quoi. Je sais qu'il y a des photographes qui font subir à leurs appareils photo plein de trucs quand ils les testent, différents scénarios de lumière, d'heures différentes du jour, de différents climats météo. Ouais, alors c'est vrai qu'avec le Q3, effectivement, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est de le prendre un soir et de faire des photos de nuit avec la lune. Ouais. Mais alors vraiment la lune plein dans la pastille pour voir comment ça réagissait. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'avais un boîtier, le Q3, il affiche une sensibilité, enfin ça devient totalement délirant en fait. Je sais plus, jusqu'à 250 000 ISO, il y a un moment donné, ça veut presque plus rien dire, hein. En fait, ce qui est très important sur un boîtier, effectivement quand même, à ce niveau-là, c'est de savoir quelle est la limite ISO à ne pas dépasser. Ouais. Là pour l'instant je ne fais que picorer, hein. C'est pas, Alors il me semble qu'il y a un temps de réactivité qui est assez limite lamentable. Ouais. En fait il ne faut surtout pas qu'il soit... parce que là je suis... On va quand même essayer de faire un truc pas trop dégueulasse. Ah, ici ça va. D'ailleurs, on peut se risquer à avoir un premier avis sur l'appareil photo, sur comment il est fantastique. C'est assez compliqué là. En fait là je suis perturbé par le fait que l'écran soit totalement surex. Voilà. Ouais. Donc je suis un petit peu perturbé par ça. Et puis ce qu'il faut aussi rappeler aux gens qui regardent la vidéo, qui sont nombreux, c'est que c'est pas si facile que ça de te prêter à l'exercice que tu es en train de faire. C'est-à-dire, déjà, je te donne un appareil photo dont que tu n'as pas l'habitude d'utiliser. Je suis en train de te poser des questions, donc c'est quand même super compliqué, quoi. Complètement. J'ai envie de demander aux gens, là, on va se poser comme ça. Eh ben, demande. Bonjour, monsieur, dame. Est-ce que ça vous ennuie si je vous prends en photo? Vous êtes trop beau sur votre banc. Non, bougez pas. Restez comme vous êtes. Sit in, please. I discovered this comment on dit un appareil? Camera. This camera. I discovered the camera. It's an old camera. And He's got the nicest camera ever, and I asked him to use that one. That is a crappy one. Oh, thank you. You're great. Thank you very much. Ah. En fait, c'est cool de te filmer parce que... Non mais tu sais, il y a un petit côté émulation. Je sais pas si j'aurais shooté comme ça quelqu'un dans la rue. C'est toujours... Alors ça, on peut en parler, mais le fait d'avoir peur en photo de rue, de s'approcher des gens, de les shooter et autres. On sait qu'en fait... tu vois là, j'y suis allé direct. Je sais même pas parler anglais. C'est brouillon, comme c'est pas permis, mais ils étaient bien installés, ils étaient là, donc ça se passe bien. Je suis persuadé qu'en fait c'est une histoire d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, là tu as instauré un échange avec quelqu'un, et si tu arrives en étant confiant, en apportant de l'énergie, il n'y a pas de raison qu'en face, on te dise non, on ne veut pas que vous nous preniez en photo. Évidemment, après, tu vas trouver plein d'autres scénarios, plein d'autres situations.
Mais effectivement, je pense que si tu apportes de l'énergie dans une interaction, eh ben forcément, ça va marcher. Oui, je suis d'accord. Il faut être, c'est ce qu'on dit souvent, il faut être heureux de faire des photos. Pas mal de gens qui étaient avant toi devant cette caméra ont dit qu'effectivement, la première chose qui fait qu'on est heureux, c'est être heureux d'aller se balader. Tu vois, heureux de bagnauder, de flâner. J'utiliserai des synonymes pour ça. Et alors j'ai une autre question piège, évidemment. Un bon portrait en photo de rue, c'est un portrait posé ou pas? Ouais, non, mais c'est une bonne question parce que comment dire? Déjà pour moi, un portrait, la personne pose, elle sait qu'elle est photographiée et elle donne d'elle-même, quoi. Après, le bon portrait, c'est là où le photographe impose aussi sa façon de voir la personne. Alors en fait, typiquement, il y a un truc, c'est qu'en fait, les gens, quand tu les fais poser, je veux dire, à 99 fois sur 100, ils ont le sourire qui vient aux lèvres. La tête de la photo. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et un des premiers trucs à faire, en fait, c'est de demander à la personne de ne pas sourire. Donc, parce qu'en fait, c'est une façon de s'imposer en tant que photographe, en disant, c'est pas toi qui me donne la photo, c'est pas toi qui a ton sourire, même s'il est très beau. Alors on peut faire la photo, hein, ça fera une belle photo pour la personne. Mais le plus important pour moi, c'est un des trucs, hein, de dire à la personne, arrête de sourire, s'il te plaît. Et après, voilà, il faut essayer de faire diversion. Vas-y. Ouais, vas-y. Pour que tu sois beau dans la lumière. Tu peux, tu peux faire quelques diversions. En fait, l'idée, pour sortir de ce portrait un petit peu figé, même avec un petit sourire, l'idée, c'est de faire tourner, dire à la personne de tourner la tête. Des fois, ce que je fais aussi, c'est je demande à la personne de fermer les yeux. Comme ça, elle oublie un petit peu la scène, elle passe dans... Et puis il y a un côté un peu introversion quand on ferme les yeux, on se renferme un peu sur soi. Et voilà, à partir du moment où tu as réussi à imposer ça, la personne, elle... comment dire, elle... Là, je commence à avoir les boules parce qu'après, tu vas me demander de faire l'exercice. Non. Ou pas. Mais ouais. Mais en fait, voilà, l'idée c'est qu'en fait, les gens, je sais plus si c'est un photographe qui disait ça, les gens sont habitués à poser maintenant. Ils le font tous en fait avec les selfies. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, en fait, c'est pas top ce coin-là. On va peut-être remonter. Tu veux. Ouais. Les gens sont habitués à poser, donc ils ont naturellement presque... tout le monde est maintenant un petit peu modèle, sait comment se positionner. La majorité des gens, et j'imagine les jeunes filles, elles connaissent leur bon profil, etc. Donc quand toi tu arrives et que si tu prends la photo que la personne te donne, en fait c'est pas toi, t'es photographe, t'es opérateur de prise de vue. Être photographe, c'est dire au modèle, non, moi je veux que tu tournes la tête de ce côté-là, que tu fasses ceci, etc. Ah merde, il est parti, le couple de la mort. À chaque fois, je demande à mes invités de faire un exercice mental avec moi. Je leur demande de me décrire ta photo que tu trouves la plus belle ou la plus intéressante que tu as prise. Et pourquoi? Je vais te répondre par une pirouette. La plus belle photo, c'est la prochaine que je vais faire. D'accord. Et pourquoi? Ou alors, ouais. je termine, c'est soit la prochaine que je vais faire, soit celle que j'ai jamais faite, que je me suis abstenu de faire. D'accord. En fait, en tant que photographe, je trouve que c'est un grand luxe de ne pas faire de photos. Okay. Et donc les moments où il m'est arrivé de m'abstenir de faire une photo, devant un lieu sympa ou un moment intéressant, c'est parce qu'en fait j'ai profité de l'instant et je me suis dit la photo apportera pas forcément beaucoup plus. Et il y a un autre truc qui est en moi, ça fait très... mais si tu veux, du plus loin que je me souvienne, j'ai envie de dire, j'ai toujours été photographe dans l'idée que ça m'est toujours
ça m'est toujours arrivé en fait, de photographier mentalement avant même d'avoir un appareil photo. Et pour donner un exemple, j'ai un souvenir très précis. Je devais avoir 10 ans et je me promenais en forêt avec mon grand-père. Je marchais derrière lui et je l'ai regardé en le suivant. Je l'ai regardé fixement et mentalement j'ai enregistré l'instant en me disant il ne sera pas là tout le temps. Et je veux garder ce moment en mémoire. Donc quelque part j'ai fait une photo, mais sans appareil ni rien. Et ça, voilà, en fait c'est ça, les plus belles photos que j'ai jamais faites, c'est ça, c'est ce genre de photos. Après pour la photo de rue, tu sais, les quartiers touristiques, alors c'est bien parce qu'il y a plein de monde, tu peux shooter facilement un petit peu comme ça à l'arrache. Bah après c'est... Pour isoler les sujets, pour composer son cadre, ça peut être compliqué. Puis le look, il ne se passe pas forcément des trucs intéressants, quoi. Puis Martin Parr a tout fait en termes de tourisme. Il a plié le game. Ouais, mais alors justement, est-ce que c'est pas... Alors, tu vois, à ça, j'aurais tendance à dire ok, c'est vrai. Et dans plein de trucs, dans plein de domaines artistiques, on a déjà tout fait. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas rien fait? C'est-à-dire que... Tu vois, on a tout fait, mais est-ce que tout reste pas à faire? Tout reste pas à faire. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je le disais un peu par provocation, par blague. Mais effectivement, c'est souvent, on l'entend souvent de la part des jeunes photographes de se dire ah oui, mais tout a été fait, tout a été vu. Et qu'est-ce que voilà. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus rien à faire. Donc, dans ce cas-là, tu sors plus de chez toi faire des photos, voilà. Tu vois. Alors qu'en fait, il faut être un petit peu, pas égoïste, mais limite égocentrique en disant, voilà, je suis photographe en 2024, qu'est-ce que je peux raconter de ce que je vois devant les yeux, de ce qui se passe? Et il n'y a pas de raison que ce soit pas inintéressant. En fait. Et justement, moi, je trouve au contraire que c'est un super challenge de se dire, il y a cette historique avec ces grands maîtres de la photo qui ont fait énormément de choses. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des gens qui font des photos dans tous les sens. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter? Et en fait, est-ce que je peux apporter quelque chose? Ouais. Et alors, c'est pas de moi, je l'ai lu à droite à gauche, mais souvent, il y a des gens qui emploient l'image du mur monté avec des briques, où en fait, chacun apporte sa brique. Et en fait, voilà, quoi, il y a la brique Cartier-Bresson qui est un petit peu plus bas, il y a celle de Doisneau qui est à côté, ainsi de suite. Je parlais de Martin Parr à l'instant. Martin Parr, voilà, c'est une brique un petit peu au-dessus. Et puis chacun en fait apporte sa petite brique et personne n'a à rougir de sa brique. Hein. En tant que photographe professionnel, comment on construit un reportage? En fait, quand je pars en reportage, d'abord c'est une commande de mon unité. D'accord. Il y a des besoins d'illustration pour le site web de l'Institut, pour les plaquettes, rapports d'activité, etc. Donc c'est de la photographie de commande, je dirais, un petit peu comme corporate en fait. Le terme c'est voilà, c'est de la photo corporate. Et puis après, il y a effectivement ce que moi je vais pouvoir apporter, la petite touche que je vais pouvoir mettre en plus. Et ça en fait, alors pendant très longtemps, j'étais un photographe. Souvent j'emploie l'expression de la petite souris, c'est-à-dire le photographe qui est dans son coin, qui observe ce qui se passe, mais sans intervenir. Ça m'a pris du temps en fait de casser ça et de me dire je suis dans un labo, il y a une personne qui est en train de maniper, elle n'est pas tout à fait dans le bon angle. Donc je vous dis bougez votre main, est-ce que vous pouvez vous tourner un petit peu, est-ce que vous pouvez orienter autrement votre plateau de travail, etc. Dans la photo illustrative au documentaire, il y a une construction qui est très nette, très claire, il faut une image super lisible. Ouais. En fait, c'est typiquement l'image que tu vas retrouver sur un site web et qui te raconte une histoire simple. C'est un descriptif de ce qui se passe. C'est très descriptif. Par exemple, on va mettre en légende un technicien est dans un champ en train de faire un prélèvement de plantes, par exemple. Là où moi je vais apporter ma patte, c'est par exemple un moment où le technicien, je sais pas, va se pencher en avant ou va se retourner, faire un mouvement. Pourquoi pas même réduire ma vitesse pour qu'il y ait un petit peu de flou bouger. Et où là on va être moins dans une image descriptive, plus évocatrice d'un instant. Et effectivement, en photo de rue, on est beaucoup moins, on a beaucoup moins la capacité de tourner autour d'une scène, on doit réagir vite. Et même parfois, moi j'aime bien les photos où justement on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Il y a cette espèce de
d'entre-deux. Ouais. J'aime bien rapprocher ça aussi du jazz, tu sais, où il y a ce fameux contretemps, hein, et qui donne tout ce petit cachet là. Et en photo, si on arrive à jouer avec ce contretemps, je pense qu'on a gagné. Je crois que voilà, il faut passer beaucoup de temps à regarder ce que font les autres, que ce soit les grands photographes ou. Moi, je sais qu'alors, comme beaucoup de monde, hein, j'étais au début. Je regardais ce que faisaient les grands maîtres de la photo. Ouais. Et puis c'est vrai que depuis 10-12 ans, je me suis dit, mais en fait on passe des fois moins de temps à suivre les photographes actuels. Ouais. Alors de ce point de vue-là, Instagram a été un vrai bonheur parce que ça permet, comme tous les grands photographes actuels ont des comptes, ouais. Ça permet de suivre au quotidien leurs activités. Et est-ce que tu as des noms justement de photographes qui t'ont inspiré, là, des photographes récents? Tu as des noms à donner? Alors j'en ai déjà parlé, il y a Frédéric Stussin, avec qui j'ai fait un stage à Arles que je suis et que j'apprécie. Un mec que j'aime bien, c'est Alain Boris, avec son pseudo Audio Bobby. Chez Libération, tu as Martin Colombet, c'est un portraitiste également. Okay. Après, il y a des gens comme Patrick Swirk, portraitiste également. Enfin, en France, on a un lot de portraitistes incroyables. Il y a l'agence Mods. Il y a une vraie école française du portrait actuelle qui est riche et vraiment bien. Après, chez les reporters, je penserais à Éric Bouvet. Il a lâché maintenant voilà. Ouais. Maintenant, il fait plus des travaux plus personnels, mais bon. Voilà. Après, il est encore un petit peu en activité, mais il y a Raymond Depardon. Ouais. Tu voulais me reparler de cette façon de progresser? Tu disais que tu n'avais pas tout dit. J'ai pas tout dit, effectivement. En fait, quelque chose qui, en plus, c'est vraiment au cœur de ce que je pense pour progresser en photo. C'est en fait la rigueur avec laquelle on travaille et surtout l'exigence qu'on a par rapport à son travail. Et si je pouvais donner un conseil pour progresser, c'est être exigeant avec soi-même, mais alors à tous les niveaux de la photo. C'est-à-dire que avant même de faire de la photo, par exemple, la veille au soir, quand on a décidé le lendemain de faire une sortie photo, ouais. La veille au soir, on prépare son sac, on recharge ses batteries, on nettoie les objectifs, etc. C'est le premier niveau de la rigueur et de l'exigence. Après, être exigeant, au moment de prendre les photos, ça c'est un moment plus personnel, chacun aborde les choses comme il veut, mais c'est plus la partie, ce qu'on appelle l'editing, ouais. Le moment, tiens, allez hop, on va se mettre au frais. La partie editing, qui est pour moi la partie de la photographie qui est au moins aussi importante que la prise de vue. Et je pense qu'on doit y consacrer même plus de temps. Et c'est là un moment où il faut être absolument exigeant avec soi-même et pas se mentir. En fait, si on a fait des photos médiocres, on les fout à la poubelle. Qu'est-ce que tu mets derrière editing? C'est le fait de sélectionner les photos? C'est le moment où tu fais la sélection, soit parce que le premier niveau de sélection, c'est bazarder les photos floues, les loupés, les mal cadrés, ou les déclenchements intempestifs, etc. En général, on en fait tous. Hein, Parce que tu vois, il y a en fait, entre le français et l'anglais, il y a ce faux ami, parce que par exemple, editing en anglais, on va, par exemple, pour un logiciel comme Lightroom, on va l'utiliser pour faire et de l'édition, donc le choix de photos, et la manipulation sur les photos. Oui, je sais que... alors en fait, c'est peut-être parce que je commence à être un vieux photographe, c'est vrai que... Ça se voit pas, t'inquiète pas. Parce qu'à l'époque de l'argentique, en fait, l'editing, c'était ce moment où en fait on sortait sa planche contact, ou alors on recevait sa boîte de diapos, on étalait les diapos sur une table lumineuse, et l'editing, c'était dire voilà, j'ai une boîte de 36 où j'ai 2 films, j'ai 72 photos, je vire les flous, les ratés, les mal cadrés, et après je regarde ce que j'ai, et je commence vraiment à faire un choix en me disant... alors on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des images qui vont être intéressantes parce qu'elles présentent une scène où elles sont descriptives de quelque chose qui s'est passé. Ouais. Donc c'est des images qu'on peut mettre de côté en se disant voilà, ça illustre quelque chose.
Et puis après, on va rentrer plus dans le détail où là, on se dit, tiens, là, j'ai mis un petit peu de ma patte. Alors, ce qu'on racontait, le fameux contretemps, le cadre un petit peu différent, etc. Et voilà, l'editing, la phase de tri, en fait, c'est ce moment où finalement... Alors, il y a aussi, tu sais, quand on est photographe, c'est très frustrant d'être photographe parce que il y a le moment où on fait la photo, ce qu'on pense avoir pris, et puis l'editing, c'est le moment où on se rend compte que on n'a pas forcément eu ce qu'on voulait, quoi. Aussi important, c'est être exigeant avec soi-même au moment de présenter ses photos. C'est-à-dire que si on en montre trop, ou si on montre des photos qu'on juge finalement même soi-même un petit peu médiocres. Alors tu sais, sur les forums, je vois souvent des gens qui publient des photos en disant tiens, j'ai fait ça hier, qu'est-ce que vous en pensez ? Celle-là ou celle-là, vous préférez laquelle ? Voilà, alors le pire c'est j'ai la version couleur au noir et blanc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça c'est demander aux autres de choisir pour soi, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Et alors quand je parle d'exigence avec soi-même, là on est au cœur de ça. C'est-à-dire qu'être exigeant avec soi-même, c'est prendre un parti et dire j'ai fait une photo soit noir et blanc, soit couleur, mais j'impose pas aux autres de choisir pour moi. Je ne pense pas qu'on progresse dans ce cas-là. Et de la même manière, si on montre des photos pour lesquelles soi-même on n'est pas convaincu, mais ce n'est pas les autres qui vont être convaincus pour soi, quoi. Enfin, en fait, en définitive, si on n'est pas exigeant avec soi-même, les autres ne le seront pas. Faire des photos, c'est faire des choix. Exactement. Et il faut les assumer. Et je pense que si on veut progresser, il faut faire ses choix, les affirmer, être exigeant avec ce qu'on souhaite montrer, ce qu'on souhaite démontrer, pourquoi pas. Et ça, on ne pourra jamais le reprocher. Exigeant quand tu fais des photos ? C'est pas très profond ce que j'ai dit là. Mais c'est cool, écoute. En même temps, donne-toi le droit aussi de ne pas être profond à chaque fois que tu dis quelque chose. Parce que sinon, après, tu vas couler si c'est trop profond. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. C'était super intéressant. Je voudrais que tu me donnes des noms de photographes de rue parisiens que tu aimerais bien voir se faire interviewer. Un premier mec auquel je pense s'appelle Vincent Licky. C'est un type qui est photographe pour un magazine de running. D'accord. Et t'as quelqu'un d'autre à me conseiller ? Alors je pense à une photographe que je suis depuis pas mal d'années qui s'appelle Valérie Évrard. D'accord. C'est une photographe qui fait beaucoup de Polaroid et de transfert de Polaroid. Une dernière question. Tu l'as eu entre les mains pendant quelques temps, cet appareil photo. Comment tu pourrais le vendre à quelqu'un ? Franchement, à part la compacité, ça fait des années que j'utilise plus de zoom. Enfin, à titre perso, hein, parce que oui, ça on peut en parler, mais à titre pro, je suis souvent en 24-70 pour les reportages. Okay. Mais c'est vrai que sinon, à titre perso, je suis plus en focale fixe. C'est vrai que c'est rigolo le zoom. Bon, et si je te propose de l'échanger contre ton Q3, tu me dis quoi ? Je vais avoir du mal quand même. D'accord. Merci beaucoup. Écoute, avec plaisir.